Monsieur le conseiller du Premier ministre, chef du département communication et médias, monsieur le directeur de cabinet, mesdames et messieurs les femmes et hommes de presse, nous reprenons aujourd'hui le fil de notre quinzaine après un peu plus de 3 mois d'interruption. Et vous me permettrez pour cette reprise de déroger à une coutume qui était de développer d'abord un point sur l'actualité nationale des derniers jours. Nous le ferons au cours de la plus prochaine des quinzaines. Aussi, moi, je vous invite, mesdames et messieurs, à ce que nous passions directement à la phase dynamique des questions et réponses. Merci. Je prends la parole par devoir. J'ai estimé qu'au nom de toute la profession et en tant que doyen d'âge sans doute de cette corporation ici, nous devions de vous présenter nos condoléances les plus sincères. C'est un acte d'humanité, de fraternité, de solidarité pour la corporation que nous représentons. On dit que nous sommes la famille de la presse. Cette famille ne pouvait pas faire moins que vous dire condoléances sincères, courage et bonne continuation. Voilà. Merci beaucoup. Mais enfin, nous avons nos traditions humaines et bantoues. Merci pour ces condoléances. L'événement a bientôt 3 mois, mais c'est comme si c'était hier. Mais enfin, nous sommes des hommes et des femmes d'État et nous nous devons à nos fonctions, nous nous devons à l'État et nous nous devons au public. Donc voilà, merci beaucoup. Vos condoléances me vont droit au cœur. Je suis Gustavo, je représente le média Écho du Vrai. Monsieur le ministre, j'ai une question à vous poser. Nous sommes à quelques mois de l'élection présidentielle de 2026, 4 ans et demi après celle de 2021, à l'issue de laquelle le président Denis Sassou Nguesso avait été élu pour une énième fois président de la République du Congo sur la base d'un projet intitulé « Ensemble, poursuivons la marche ». Ce projet va devenir par la suite la feuille de route du gouvernement. Ma question est celle de savoir, monsieur le ministre, à quel niveau se situe l'exécution de ce projet au niveau gouvernemental? Merci pour votre question. Je rectifierai, si vous le permettez, le mot énième, qui est péjoratif et qui a une connotation négative. On dirait une nouvelle fois réélu, ou une nouvelle fois élu, plutôt qu'une énième fois. Nous sommes en effet à un peu moins d'1 an de l'élection présidentielle et nous sommes dans une période que d'aucuns à travers le monde qualifient de période préélectorale souvent, puisqu'il nous reste moins de temps à parcourir que le chemin qui a été déjà parcouru depuis le début du mandat. Alors il ne m'appartient pas là d'esquisser un bilan. Je crois que le moment du bilan se fera lorsque le temps de rendre des comptes aux populations sera arrivé. Et à ce moment-là, la question qui sera posée par l'opinion, qui sera relayée par les hommes et les femmes de presse que vous êtes, sera de savoir sur les engagements qui avaient été pris, qu'est-ce qui a été réalisé, totalement, partiellement ou pas du tout. Pour ce qui a été réalisé partiellement ou n'a pas pu être engagé, quelles en ont été les raisons profondes? Je crois que c'est à ce moment-là que le bilan sera fait. Il est malaisé à 12 mois de cette échéance de faire un bilan. Faire le bilan, c'est comme si on avait déjà fini le mandat. Le mandat continue, il se poursuivra jusqu'à la dernière minute du dernier jour que la Constitution accorde au président de la République pour le mandat démarré en 2021. Je suis Loïcia Martial, j'interviens pour le compte de RFI. Je me souviens, nous étions en octobre ici. Vous nous parliez du début en janvier de cette année des travaux de construction du barrage de Sounda. Mais nous sommes en avril, constatant que rien n'est encore fait. Où en êtes-vous, monsieur le ministre, avec ce barrage-là? Bon, écoutez, l'homme propose, Dieu dispose. Je crois que le gouvernement est un peu comme ce pilote d'un navire qui est engagé sur les océans et qui dit, au moment où je fais cette prévision, je suis situé à tel endroit et normalement, dans tant de jours, tant de semaines, je vais arriver à tel point. Eh bien, entre-temps, il y a pu y avoir quelques aléas, il peut y avoir quelques contretemps.
Je crois que ces travaux ne manqueront pas de débuter dans les tout prochains temps. Comme je l'ai dit, la science gouvernementale n'est pas une science exacte. Nous espérons et nous escomptons que ces travaux démarrent dans les toutes prochaines semaines et les tout prochains mois. Merci, Monsieur le Ministre. Je suis Alphonse Ndongo et j'interviens pour la page Alphonse Ndongo sur Facebook. Je voudrais savoir, Monsieur le Ministre, une information circule en boucle, relayée par un média économique de la sous-région qui s'appelle Ecomatin. Et nous avons d'ailleurs fait vérifier l'information auprès d'autres sources, c'est que le Congo peine à mobiliser 45 milliards de francs CFA sur le marché des titres publics, ce qui quand même dénote de la dépréciation de la signature de notre pays. Alors je voudrais savoir, est-ce que cela ne fait pas l'objet d'une réelle préoccupation lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, le Congo dépend pour l'essentiel de mobilisation de sa trésorerie de ce marché et qu'il nous est difficile de convaincre au-delà, c'est-à-dire que s'il faut sortir de la zone, tenant compte du fait que les informations sont connectées à tous les niveaux. Est-ce que cela n'est pas quand même un réel sujet de préoccupation au sein du gouvernement? Autre chose, une deuxième question, permettez-moi, Monsieur le Ministre, je sais que vous étiez absent et vous n'avez pas bien suivi certainement dans la douleur qui vous a frappé, la situation de la Société d'énergie électrique du Congo. Alors, est-ce que les négociations engagées entre le gouvernement, les syndicats et évidemment d'autres acteurs, à quel niveau se situent aujourd'hui ces négociations? Parce que c'est sans information, nous ne pouvons pas en savoir davantage. Comment est-ce que, à quel niveau se situe aujourd'hui, n'est-ce pas, le niveau de rencontre avec les syndicats, le personnel et le gouvernement? Sur votre première question, je comprends votre préoccupation d'expert économique et financier. Ces préoccupations qui consistent à relever les éventuels incidents conjoncturels qui peuvent survenir, encore que le gouvernement n'a pas à ce stade communiqué sur ce sujet-là. Donc prenons ces informations que vous avez tirées d'une parution, si j'ai bien compris, d'une revue économique de la sous-région. Ce sont des événements conjoncturels. Ces événements conjoncturels n'empêchent pas de regarder la direction d'ensemble qui est celle de notre pays. Vous avez dit que j'étais absent, on l'a rappelé depuis tout à l'heure, mais bon, j'étais pas sur une autre planète et je suivais, bien entendu, une grande partie au jour le jour de l'actualité nationale. Vous n'aurez pas manqué de remarquer que la grande nouvelle économique et financière de ce début d'année, c'est bien la finalisation réussie du programme de facilité élargie de crédit qui avait été conclu avec le Fonds monétaire international. C'est ça la grande information positive. Parce qu'elle montre qu'avec un sérieux, une continuité dans ce sérieux, avec des efforts à la fois dans la maîtrise et la gestion de nos finances publiques, et bien entendu la résilience de notre population, que le gouvernement, par la bouche du Premier ministre, chef du gouvernement, n'a pas manqué d'honorer et de féliciter, la population donc, eh bien nous avons atteint, pour la première fois depuis une quinzaine d'années, c'est à noter, nous avons finalisé un programme avec le Fonds monétaire, depuis le programme dit des PPTE, qui avait été finalisé en 2010, comme vous le savez. Donc la tendance, la direction structurelle, la tendance lourde, c'est celle-là. Maintenant, il peut arriver, quand nous allons dans la bonne direction, que de manière conjoncturelle, ce mois-ci, peut-être quelques petits désagréments, mais corrigés quelques jours ou quelques semaines plus tard, je crois que ce n'est pas significatif de l'évolution de la situation de notre pays. Ce qui est à noter, c'est que la réussite, grâce à la résilience de la population et au sérieux du gouvernement, de ce programme, aujourd'hui finalisé, nous ouvre
les portes de cette communauté financière sous-régionale et internationale, ces portes qui étaient malheureusement et depuis de trop nombreuses années, qui nous étaient pour l'essentiel fermées. Donc voilà, c'est ce que je peux dire à ce stade, et nous espérons justement que l'année 2025 sera une année de rédemption, une année de redémarrage de l'activité économique. D'ailleurs, vous l'aurez noté, que notre croissance, qui a été dans le rouge il y a quelques années, on a connu des récessions à moins 8%, c'est-à-dire une contraction du produit intérieur brut, au moment notamment de la période Covid. Je crois que notre croissance a repris et qu'elle devrait tourner autour de 3% et plus pour l'année 2025. Donc regardons la tendance lourde, et puis au milieu, parce que nul n'est parfait et aucune œuvre n'est parfaite, il peut y avoir quelques incidents. Alors, vous évoquez, Alphonse Ndongo, la question de l'état des négociations entre les pouvoirs publics, les syndicats et tous les acteurs concernés. Pour ce qui concerne le dossier d'énergie électrique du Congo, qui, là également, nous l'avons suivi, même de loin, a connu un certain nombre d'avatars, un certain nombre d'évolutions. Ça a fait couler beaucoup d'eau, ça a généré beaucoup de salive et de polémiques. Je crois qu'à ce stade, le Premier ministre a mis en place une commission technique. Nous allons tous attendre les conclusions de cette commission technique qui seront rendues publiques par les voies appropriées. Donc parler de l'état de négociation sur ce sujet serait prématuré, puisqu'aujourd'hui, il y a un cadre de concertation qui réunit tous les acteurs et qui va permettre, et nous l'espérons bien entendu, de trouver un consensus. Maintenant, si vous voulez une réponse un peu plus globale, je crois que ce qui arrive ces dernières semaines, ces derniers mois, quant à la qualité de l'alimentation en énergie électrique, c'est-à-dire la mauvaise qualité, c'est-à-dire les désagréments qui sont subis par toute notre population, notamment en zone urbaine, montrent et prouvent l'importance, la nécessité de réformer la gestion du secteur. Je crois que tout observateur objectif voit bien que les choses, pour l'instant, ne fonctionnent pas correctement. Et toutes les réformes qui sont engagées par le gouvernement sur ce sujet, sur le secteur, que ce soit dans l'augmentation de la production, comme dans l'organisation de la gouvernance en aval de la production, tout cela indique aujourd'hui, avec l'état de la situation, la nécessité d'une réforme. Maintenant, il appartiendra aux parties prenantes, le gouvernement, les syndicats et tous les acteurs impliqués, notamment tous ceux qui participent et qui concourent à la gouvernance du secteur, que ce soit pour la production ou que ce soit pour la commercialisation et la distribution, que tout ce monde soit convaincu et est convaincu de la nécessité de réfléchir à une réforme qui soit le plus consensuelle possible. Ernest Blanchard-Dimi, je pose ma question pour le groupe de presse Brazanet et pour le journal Le Patriote également. Ma première question est celle de savoir si la quinzaine du gouvernement, c'est réellement la quinzaine du gouvernement tel que c'est écrit, puisque nous avons constaté que, pendant ce que je ne veux plus rappeler ici, il y a eu vos collègues ministres qui ont eu le compte rendu du Conseil des ministres. Et nous aurons aussi souhaité, pendant cette période qui était très très difficile avec tout ce qu'on avait comme actualité bouillonnante ici, alors on aurait souhaité que de la même façon que les intérims ou les intérimaires étaient organisés au sommet du gouvernement là-bas, dans les activités protocolaires, il fallait aussi que ce soit le cas ici. D'où la question, s'agissait-il de la quinzaine du gouvernement ou de la quinzaine de Mongala? Ça, c'est la première question. La deuxième, je voudrais plutôt parler également de l'énergie électrique du Congo. Est-ce qu'au niveau actuel où on se situe, ou si on prend la pause mise par le gouvernement dans la direction prise quant aux réformes engagées, est-ce que cette pause prise avec la mise en place de la commission technique ne montre pas
que même le gouvernement a failli et dans les explications, c'est-à-dire la communication. Il n'a pas réussi à convaincre l'opinion avant, ni les syndicalistes, ni les Congolais dans leur ensemble, et que lui-même aussi n'était peut-être pas sûr qu'il était sur la bonne voie. Bon, on va commencer par la question la plus importante, c'est celle concernant ECAREC. Il est malheureusement évident que si une réforme suscite autant de polémiques, c'est qu'il y a probablement une différence de compréhension entre le gouvernement qui initie une réforme et le public destinataire de la réforme. Je parle des agents de CAREC et au-delà des agents de CAREC, probablement l'opinion publique. C'est évident que quand un projet suscite des polémiques, mais dans le sens négatif, c'est qu'il y a forcément, à minima, peut-être un déficit d'explication ou en tout cas une difficulté à faire comprendre aux destinataires et bénéficiaires quelque part de la réforme, c'est-à-dire les agents, les bienfaits de cette réforme. Maintenant, vous ne manquerez pas de remarquer quand même qu'il y a eu, à travers les médias traditionnels comme les médias sociaux, un véritable déluge d'informations parfois fantaisistes qui ont suscité et polémiques et monté de la tension dans une partie de l'opinion. Et la décision salvatrice du Premier ministre de mettre en place une commission, ce n'est surtout pas pour enterrer le projet, c'est plutôt pour permettre de trouver un cadre de discussion qui soit apaisé et qui permette non pas à ceux qui s'opposent au projet de dire on est contre, mais qui permet à ceux qui s'opposent au projet éventuellement, parce qu'on parle des syndicalistes et de tous ces acteurs-là, eh bien, de faire des propositions. Et ces propositions, dans ce cadre de négociation, seront entendues, écoutées, gérées en toute responsabilité et avec toute l'écoute nécessaire pour que nous puissions reprendre cette réforme qui est, et encore une fois, l'actualité, c'est-à-dire la pénurie d'électricité, que cette réforme montre toute sa nécessité et son importance. Donc il va falloir que nous attendions patiemment les conclusions de la commission technique pour juger des conclusions qui seront tirées par toutes les parties. Alors la quinzaine du gouvernement serait-elle la quinzaine du ministre Mongala? Je n'en sais rien, je crois que c'est la quinzaine du gouvernement. D'ailleurs son nom est inscrit ici, quinzaine du gouvernement. Maintenant, pourquoi n'a-t-elle pas eu lieu entre-temps? Je ne saurais vous le dire. C'est une question d'organisation du gouvernement lui-même. Et c'est une question, par contre, qui est pertinente. Et vous l'avez relevé, face à la déferlante parfois des fake news, des informations fantaisistes, voire des informations distillées de mauvaise foi par certains acteurs, eh bien, il convient que le gouvernement communique tout le temps, à tout moment et selon les divers canaux qui lui sont disponibles. C'est une question qui fera de ma part l'objet d'échanges avec Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pour que nous trouvions la possibilité, là également, d'assurer en cas de ce que je ne me souhaite pas, compte tenu de ce que j'ai vécu, en cas de nouvelle absence ou longue absence du porte-parole du gouvernement. D'autre part, et je crois vous l'avoir dit au cours de notre première quinzaine de janvier 2025, il serait souhaitable que les ministres compétents sur certains sujets brûlants de l'actualité puissent être présents aux côtés du porte-parole. Et nous travaillons sur cette possibilité qui nous permettra ensemble d'avoir des réponses encore plus précises sur le plan technique que celles que je peux vous distribuer, vous distiller ici en tant que porte-parole du gouvernement. Monsieur le ministre, je suis Valda Saint-Val, j'interviens au compte du web. Il va se dérouler à Azerbaïdjan l'élection du prochain directeur général de l'UNESCO. Alors, quelles sont les dispositions diplomatiques? Parce que ça nécessite une offensive diplomatique pour convaincre vos pairs pour un candidat. Parmi les 3 candidats, il y a un compatriote congolais, M. Faustin Matoko, qui est d'ailleurs en pole position. Alors, quelles sont les dispositions
diplomatiques que vous avez prises pour convaincre vos pairs pour qu'on ne perde pas ce poste? Parce que là, une fois, ça s'est passé à l'OIF que le regretté Henri Lopez avait perdu in extremis. Ça, c'est la première question. La deuxième question, ça concerne le panafricaniste Kémy Séba. Il avait une conférence de presse avec M. Gavé et la presse également a eu des difficultés. On a dispersé la conférence de presse et M. Kémy Séba a été expulsé manu militari. Est-ce à dire que le Congo est devenu un pays en mal de liberté d'expression? Monsieur Kémy Séba est ce qu'on appelle, paraît-il, un panafricaniste, mais que moi je qualifierais de provocateur professionnel. Provocateur professionnel. Je crois qu'il faut que vous éclairiez vos lecteurs, non pas sous le prisme congolo-congolais, en essayant toujours de diaboliser le gouvernement qui prendrait, semble-t-il, des mesures attentatoires à la liberté d'expression. Ce même monsieur Kémy Séba avait une double nationalité, française et béninoise. Quand vous êtes national d'un pays et que vous critiquez la politique diplomatique, militaire et sécuritaire de votre pays dont vous avez le passeport, cela montre déjà le type d'individu auquel nous avons affaire, d'abord. Et il a poussé la provocation jusqu'à brûler en public le passeport français. Il a pris son passeport français et il l'a brûlé. Voilà l'individu que vous considérez apparemment comme responsable, dont on parle. C'est ça, cet individu. Il fait partie de ces Africains dont on se demande d'ailleurs, parce que, à part être un provocateur, on ne sait pas quelle est sa profession. Quelles sont ses sources de revenus, on ne sait pas. Mais il se balade, certainement dans les plus beaux hôtels du monde, à travers le monde, en prenant des avions certainement en première classe. Il semble être un monsieur qui a du goût. Et il se promène comme ça à travers le monde. On ne sait pas trop par qui il serait financé. Et il passe son temps dans la provocation. Il passe son temps dans la provocation. Alors, il est arrivé à Brazzaville, invité par un acteur politique, et d'après ce que nous avons cru comprendre, il voulait parler du franc CFA, paraît-il. Certainement pas en bien, on imagine. Bon, le gouvernement, les services compétents ont considéré, et je trouve que cela est conforme à l'esprit de responsabilité qui doit animer les gouvernants dans n'importe quel pays. S'il fallait parler du franc CFA, puisqu'il paraît que la conférence de presse aurait dû tourner autour du franc CFA, alors certainement que ce monsieur avait l'intention de critiquer le fait qu'un pays comme le nôtre, comme d'autres à travers l'Afrique, utilise cette monnaie comme valeur économique faciale et financière pour ses échanges et transactions économiques et financières. Je dois quand même vous rappeler que dans tous les systèmes juridiques au monde, il y a ce qu'on appelle un délit qui est commun à tous les pays. C'est de critiquer la monnaie qui est en cours et en usage dans le pays dans lequel on critique cette monnaie. Tout simplement parce que la critique de la monnaie, qui est un élément de stabilité, qu'on le veuille ou pas, qu'on ait le franc CFA, le franc congolais ou ce qu'on en voudrait à la place, c'est l'élément de la stabilité économique et financière d'un État. Quand vous critiquez la monnaie, eh bien tout simplement, vous pouvez provoquer des mouvements économiques et financiers qu'on ne maîtriserait pas. Je crois qu'aucun de nos compatriotes, à ce stade, et compte tenu de toutes les difficultés que vous évoquez par ailleurs, n'a envie que notre pays ajoute au reste des difficultés que nous avons, cette difficulté qui consisterait à déprécier ou à rendre la monnaie
moins sûre que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Pour votre information, le franc CFA, qu'on le veuille ou pas, qu'on ait des préjugés politiques ou pas, c'est un des rares éléments de stabilité sur le plan financier à travers le monde, en Afrique francophone et dans notre sous-région en particulier. Voilà, je crois qu'il ne faut pas jouer avec la monnaie. Essayez-vous de vous rendre dans un pays développé, n'importe lequel. Allez à Washington, aux États-Unis, qui est un des pays de la liberté de l'expression, de la communication, de l'information, et critiquez le dollar. Et vous verrez combien de temps il se passera entre le moment où vous ferez votre point de presse et le moment où les services de sécurité de ce pays viendront arrêter votre point de presse. Voilà, c'est tout simple. Hein. Ce sont des questions hautement stratégiques, des questions hautement politiques sur lesquelles on ne joue pas. Ce monsieur dispose des réseaux sociaux amples qui lui permettaient de faire, s'il le souhaitait, depuis l'étranger, un point de presse. Nous avons convenu, ici, au Congo, que nous ne souhaitions pas ce désordre. Alors, vous avez posé une question concernant l'élection attendue du futur directeur général de l'UNESCO et vous demandez si le gouvernement, si les autorités congolaises mènent une action diplomatique pour tout faire pour que notre candidat, M. Firmin-Edouard Matoko, soit élu parmi les candidats qui sont soumis à l'élection pour ce poste important, celui de directeur général de l'UNESCO. Ben, je crois que la diplomatie suppose justement qu'on n'évoque pas ces contacts qui ont lieu. Maintenant, c'est le principe de l'élection, où vous gagnez ou vous perdez. Eh bien, nous mettons tout en œuvre, le gouvernement, les canaux diplomatiques utilisés par le gouvernement sont exploités pour que nous mettions toutes les chances de notre côté pour que notre candidat soit élu. Maintenant, il a des atouts, ce candidat. D'abord, il a fait l'essentiel de sa carrière au sein de l'UNESCO. Il faut quand même le dire, c'est un produit de la maison UNESCO. Hein, je ne rappelle pas le parcours, ou du moins, je rappelle un ou deux éléments du parcours de M. Matoko. Dans sa jeunesse, il a bénéficié de facilités par un pays européen, je crois l'Italie, qui lui a permis d'obtenir des facilités à intégrer dans le cadre de mécanismes d'aide à la jeunesse, eh bien l'UNESCO, et ensuite il a gravi les échelons, il a fait toute sa carrière pour arriver à un niveau de management à l'UNESCO. Donc c'est quelqu'un qui connaît la maison, c'est quelqu'un qui a l'expérience de la maison. Et nous pensons, le gouvernement congolais pense qu'il a toutes les qualités pour assurer la succession de Mme Azoulay. Guy Edgar Bokilo, Brazzaville, Info 242. Monsieur le ministre, Odé Lelo, citoyen congolais, est incarcéré depuis plus d'une année à la maison d'arrêt de Pointe-Noire sans procès, dont le seul crime est d'avoir mis en contact un des acteurs d'un conflit familial avec Ziana Tchivi. Cette incarcération, qui d'aucuns qualifient d'illégale, y compris par certains députés du PCT, commence à faire grand bruit. Ma question est la suivante. Êtes-vous au courant de cette détention? Si c'est le cas, quelle est la position du gouvernement dans cette affaire précise où un individu est incarcéré plus d'une année sans procès? Deux choses. D'abord, une question de principe. L'exécutif n'a pas vocation à commenter les affaires qui relèvent du pouvoir judiciaire. Donc je m'abstiendrai de donner quelque position que ce soit sur une question de ce genre. Deuxièmement, je n'ai aucune espèce d'information qui me permette de porter un commentaire, un jugement, une appréciation sur cette affaire. Je crois que je suis comme tout le monde, notamment sur les médias sociaux, l'évolution de cette question qui préoccupe une partie de l'opinion. Je ne manquerai pas d'en discuter avec mon collègue ministre de la Justice et selon ce qui me sera dit,
je pourrais vous apporter des éléments qui relèveraient de l'appréciation éventuelle de l'exécutif sur le sujet. Je suis Clavis Kiba, je parle pour le compte du média en ligne Journal Event. Alors, monsieur le ministre, ma question concerne l'environnement, l'assainissement. Oui. Brazzaville est très sale. Depuis le départ d'Averda, oui. L'on constate que la situation devient plus grave. Oui. Il y a un véritable problème en ce qui concerne la collecte des déchets. Oui. Et ma question est de savoir où en êtes-vous avec les négociations avec le nouvel opérateur qui devrait remplacer Averda. Deuxième question, comment vous réagissez face au grand retour du sachet plastique sur le terrain, puisqu'il y a une loi qui interdit l'usage et la vente du sachet en République du Congo? Dans de nombreuses capitales au monde, on a un problème lié à l'assainissement urbain. Et ne croyez pas que cela touche seulement les pays dits les plus pauvres de la planète. Je connais une capitale d'un pays développé où je me suis personnellement présenté dans un restaurant, dans un quartier, on va dire, les beaux quartiers de cette capitale. Et devant nous, j'étais avec mes enfants, on a vu un gros rat passer. Un rat. Et on a crié, oui, vous imaginez un rat, c'est moche. Et les serveurs, tous ceux qui étaient les travailleurs de ce restaurant, nous ont dit, oh, vous savez, c'est courant, hein. Il y a de gros problèmes d'assainissement ici, et ces rats, comme il y a souvent des ordures, il y a ceci, il y a cela, ils sortent pour chercher un peu à manger. Et puis vous voyez, c'est un restaurant ici, donc ils se disent, ils sentent l'odeur, on va rentrer là. Vous diriez que ce pays est à la capitale la plus sale au monde, parce qu'on voit des gros rats, gros comme des chiens quasiment, qui rentrent dans des restaurants? Non, ce sont des phénomènes qui sont mondiaux. Ce sont des phénomènes qui sont mondiaux. Plus les villes se développent, plus les populations s'installent, parfois de manière anarchique, plus les conditions d'assainissement sont rendues difficiles par le climat, par un certain nombre de facteurs, et plus vous trouverez ces phénomènes. Ce n'est donc pas propre, pas seulement propre à nos deux villes, à qui vous décernez le prix, et je considère que c'est injuste, des deux villes les plus sales au monde. Parce que c'est votre palmarès, ce n'est pas le palmarès objectif. Et donc, pour répondre plus précisément à votre question, c'est de déterminer à quel moment les négociations avec le successeur d'Averda vont s'achever. Le ministre en charge de l'assainissement, et quand je dis le ministre en charge de l'assainissement, vous voyez qu'il y a dans la préoccupation de l'État et du gouvernement un élément nouveau. Parce que jusqu'ici, quand nous parlions des problèmes d'assainissement, on avait une difficulté ministérielle, politique, gouvernementale, qui était d'identifier au sein de l'appareil gouvernemental l'autorité ministérielle et gouvernementale en charge de cette question. Elle était un peu partagée entre différents ministères, et comme vous le savez, quand une décision ou quand la capacité de décider est partagée, souvent ça aboutit un peu à l'impuissance. Eh bien, le président de la République et le Premier ministre, depuis le réaménagement du gouvernement le 11 janvier dernier, ont identifié une autorité ministérielle en charge des questions d'assainissement. Et comme vous le savez, c'est le ministre Juste Mondélé qui, aujourd'hui, est en charge des questions d'assainissement. Ça apparaît dans l'intitulé de son ministère, ce qui n'était jusque-là pas le cas. En tout cas, pas de manière explicite dans les gouvernements précédents. Donc, c'est dire l'importance politique que le gouvernement accorde aux questions d'assainissement. Ces négociations sont en cours. Pendant ce temps de négociation, ce temps de latence, le ministre, vous le voyez très actif, notamment à Brazzaville, mais aussi à Pointe-Noire, est en train de commencer à faire de la pédagogie vis-à-vis des populations. Je l'ai vu, moi, récemment, en train de circuler pour expliquer aux populations la nécessité d'enlever, par exemple, les carcasses de véhicules qui, parfois, enlaidissent certaines de nos ruelles, de nos rues, de nos habitations. Ce sont des questions importantes. Je l'ai vu faire de la pédagogie lors de la journée réservée par le gouvernement, c'est-à-dire le premier samedi du mois, aux questions d'assainissement
urbain. Donc c'est dire que ces questions font l'objet d'une attention du gouvernement. Alors vous évoquez les questions de sachet, les questions qui aujourd'hui vous paraissent ressurgir alors qu'il existe un cadre juridique, un cadre légal qui interdit l'utilisation des sachets. Écoutez, là nous avons l'illustration de ce que je viens juste de vous dire, c'est refaire la pédagogie auprès des populations, c'est expliquer aux populations que quand nous utilisons des sachets, on a un gros risque, déjà que nous avons un problème d'évacuation des eaux. Parce que souvent, nos caniveaux, soit sont insuffisamment disponibles, parce qu'il n'y en a pas assez pour parler clair, soit sont pour la plupart bouchés. Mais ils ne se bouchent pas par l'opération du Saint-Esprit, c'est souvent les sachets qui provoquent ce phénomène. Il y a une capitale voisine, je crois, qui a connu, il y a quelques jours, malheureusement, et nous compatissons avec nos frères et sœurs ressortissants de ce pays et de cette capitale, qui au moment où nous avons connu au même moment, tous au même moment, les mêmes intempéries, vous avez vu ce que ça a provoqué dans ce pays, c'est-à-dire une catastrophe, hélas, beaucoup plus importante que ce que nous pouvons, Dieu merci, j'espère que nous n'en connaîtrons pas d'une telle ampleur, que nous pouvons connaître chez nous. Mais une des explications données par les autorités en charge des questions d'assainissement de ce pays, c'est justement l'utilisation abusive des sachets et leur jet dans les caniveaux qui, à ce moment-là, ont été complètement bouchés. Ce qui provoque un phénomène simple, c'est que les eaux, au lieu de rentrer dans les caniveaux et d'être écoulées de manière scientifique pour qu'elles soient récupérées, ruissellent et provoquent l'inondation. C'est une question importante. Nous allons, et notamment le ministre en charge des questions d'assainissement urbain, nous allons continuer notre plaidoyer pour expliquer aux populations le caractère nocif de l'utilisation de ces sachets. Je suis Michael Gatier, Focus Média. Le ministre nous a présenté en grande pompe sur les médias un entrepreneur qui a été engagé pour la réhabilitation de quelques segments de la télévision nationale. Jusqu'à ce jour, quelle est la suite? Où en sommes-nous avec travaux? Voilà. Où en sommes-nous? Alors, vous évoquez la question de l'état des travaux de la télévision nationale. Vous évoquez une question absolument essentielle qui, aujourd'hui, est au cœur des préoccupations non seulement du gouvernement, mais du président de la République. Ce que je peux vous en dire, c'est que le président de la République nous a instruit un certain nombre d'administrations et de services compétents pour, grâce à des ressources spéciales qui pourraient être mises à disposition, je ne rentre encore une fois pas dans les détails, j'attends que les choses se concrétisent, nous permettent d'améliorer et le plateau technique et les conditions de travail. Donc c'est une question, et vous avez bien raison, qui est une question préoccupante. Alors vous invitez le ministre à aller lui-même toucher du doigt, en passant une semaine dans les locaux du CNR TV. Je vous rappelle quand même, Monsieur Ngatse, vous êtes peut-être un peu jeune, mais il y a une dizaine d'années, quand j'ai pris mes fonctions, j'ai passé un bon mois, parce que le ministre dispose d'un bureau au CNR TV, pour votre information. Je crois au dernier étage, si je me rappelle bien, le ministre dispose d'un bureau. Et il m'est arrivé de l'occuper plus d'un mois. Donc je connais les conditions de travail, et notamment leurs difficultés. Albert Mianzoukoute, la semaine africaine. Deux questions en une. Quel est l'état de nos relations avec les États-Unis d'Amérique? Et donc, quel est l'état de nos relations aussi avec la France? Bon, on va aller vite sur nos relations avec les États-Unis d'Amérique. Ces relations excellentes. Elles sont excellentes. Il n'y a rien d'autre à en dire. Il y a une nouvelle administration qui est en place depuis bientôt 3 mois. Cette administration déploie sa politique. Le gouvernement de la République du Congo est très attentif au maintien, voire au renforcement de nos bonnes relations avec l'administration américaine qui se met en place. Donc voilà tout ce que nous pouvons dire sur le sujet et espérer
que le mandat du président Donald Trump qui en est à ses prémices, qui s'ouvre, eh bien, permettent un renforcement de nos relations avec ce grand pays, cette grande puissance. Alors, vous parlez de nos relations avec la France. Bon, là, c'est une question un peu plus bateau, parce que autant dans la première partie de votre question, il n'y avait pas de sous-entendu. Mais là, votre question paraît simple, mais elle a plein de sous-questions. Donc, si vous me permettez, je vais tâcher d'être méthodique et d'y répondre. Quel est l'état des relations avec la France? L'état des relations avec les autorités françaises, la France en général, l'état de nos relations est excellent, comme il a toujours été. Nous avons, dans le cadre de nos relations d'État à État, des thèmes, des éléments d'échange, de coopération qui vont justifier une prochaine visite d'État, c'est-à-dire le plus haut niveau diplomatique, comme vous le savez, en matière de visite. Une visite d'État du président de la République qui était prévue en France il y a quelques jours, mais comme vous le savez, il y a eu du côté du président de la République un malheur personnel qui a justifié et motivé le report de cette visite d'État. Je souligne bien le mot visite d'État. Les informations dont je dispose sont les suivantes, c'est que les deux parties, c'est-à-dire la partie française et la partie congolaise, sont en train d'explorer les dates qui pourraient être retenues d'un commun accord entre les deux pays pour cette visite d'État attendue par les deux gouvernements, par les deux pays. Donc, sur le plan diplomatique, nous pouvons considérer qu'il n'y a aucun nuage qui obscurcit le ciel de nos relations. Par contre, et c'est pour ça que j'ai dit que votre question avait plusieurs sous-entendus. Par contre, j'entends dans votre sous-entendu principal les quelques remue-ménages qui, et ça je l'ai suivi là également, ont amené un juge français, parce que je crois que c'est de ça en réalité dont vous parlez, ont amené un juge français à délivrer ce que les juristes appellent un mandat d'amener contre l'épouse du président de la République, la première dame de notre pays, qui séjournait en France dans cette période. Je crois que c'est de ça en réalité dont vous parlez. Là-dessus, par contre, parce que là, il ne s'agit pas des relations d'État à État. Ça, ce n'est pas les relations d'État à État. Là, il s'agit de l'agitation d'un juge, un juge qui est motivé par des considérations idéologiques. Ces considérations idéologiques consistent à vouloir absolument détruire les institutions ou les animateurs d'institutions de pays que, pour des raisons, je l'ai dit, idéologiques, il n'apprécie pas. Il s'appelle, ce juge, le juge Tournaire, Serge Tournaire, qui a délivré ce mandat d'amener. Alors, là, nous sommes, et le président de la République, le Premier ministre l'ont rappelé, dans une démarche vexatoire, une démarche d'agression qui est en violation des dispositions qui relèvent de la Convention de coopération et d'entraide judiciaire qui lie nos deux pays depuis 1975, c'est-à-dire 50 ans exactement. Parce que si vous voulez entendre quelqu'un, cette convention prévoit des mécanismes, des procédures, et notamment un mécanisme connu qui s'appelle la commission rogatoire. Alors ce monsieur ne délivre pas de commission rogatoire, on ne sait pas s'il a pisté, il a mis des gens qui lui disent au coin de la rue, voilà, il y a la première dame du Congo qui est arrivée à tel endroit, allez, on va délivrer un mandat d'amener. C'est ce que nous appelons des procédures qui tendent à vouloir humilier, avec des procédures vexatoires et des procédures qui tendent à vouloir, quelque part, abîmer nos institutions et abîmer notre État. Parce que nous sommes un État indépendant. Ce juge
puisque nous parlons de cela, M. Tourner est un habitué. Il est un habitué de ce que je qualifierais d'extrémisme de gauche sur le plan judiciaire. Non, s'il a décidé, avec quelque part la passivité de certaines institutions là-bas, de détruire les institutions françaises ou ceux qui les ont incarnées, c'est leur problème. Par contre, il y a une coutume diplomatique qui, de tout temps, et selon toutes les latitudes et tous les systèmes juridiques, permet à la première dame de disposer de cette immunité et de la préserver des tentatives d'humiliation. C'est cela la réalité. Donc pour ce qui concerne cette affaire, c'est-à-dire considérer comme normal que des autorités qui bénéficient de la coutume diplomatique ou de l'immunité diplomatique contentent de les humilier de la sorte, le gouvernement du Congo n'acceptera jamais cela. Et ce combat qui est celui que nous menons depuis une bonne quinzaine d'années sur la pseudo-affaire des biens mal acquis, ce combat se poursuivra pied à pied, bataille après bataille, mais le Congo ne cédera pas parce que céder, c'est céder sa souveraineté. Et nous n'accepterons pas de céder notre souveraineté. Alors maintenant, pour conclure sur le sujet, j'ai été un peu long, mais au moins, je pense avoir dit l'essentiel et vous avez compris mon message. Il y a parmi les éléments sur lesquels, dans le cadre des excellentes relations que nous avons avec le gouvernement français, il y a un élément qui nous paraît majeur, c'est celui de la révision de la convention de coopération et d'entraide judiciaire dont j'ai parlé en début de propos. Cette convention qui remonte à 1975, donc 50 ans, qui a été conclue à l'époque de la République populaire du Congo, donc vous voyez à l'époque du président Feu Marien Ngouabi, cette convention, et le président Giscard d'Estaing en France, vous voyez, ça remonte, cette convention mérite un toilettage et nous considérons, la partie congolaise, qu'il s'agit là d'un des éléments de discussion majeure avec les autorités françaises parce qu'elle doit s'adapter à l'évolution juridique et constitutionnelle que nous avons connue de part et d'autre, et notamment chez nous, des dispositions, notamment relevant de l'article 10 de notre Constitution. Et tout cela fait partie du package des sujets que ne manqueront pas, j'en suis certain, d'évoquer les deux chefs d'État quand la visite d'État aura lieu.